Bonjour à tous, bonjour Willy Boursu. Bonjour. Vous êtes ministre au gouvernement fédéral, membre du mouvement réformateur. Alors vous êtes en charge des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture et de l'intégration sociale. J'ai rien oublié. On va beaucoup parler... Aussi de la sécurité, ou en tout cas d'une partie de la sécurité sur les chemins de fer et sur la tutelle sur Belgocontrol, mais c'est plus récent. Voilà, donc j'avais oublié effectivement un petit transfert de compétences. On va parler essentiellement de situation sociale avec vous pour commencer, si vous voulez bien. Le gouvernement, il tend la main aux syndicats ou il garde la main dans la poche? Non, je pense que l'expression est bonne. Le gouvernement vraiment tend la main. Je dirais même qu'il continue à tendre la main, puisque on le sait dès le début, à l'installation du gouvernement, invitation a été adressée aux partenaires sociaux pour ouvrir le dialogue avec les interlocuteurs sociaux. C'est d'ailleurs une très longue et très heureuse tradition dans l'histoire de notre pays, puisqu'on sait que les partenaires sociaux jouent un rôle absolument central, absolument essentiel dans la négociation socio-économique. Les syndicats n'ont pas eu la même lecture à l'accord de gouvernement. Quand ils l'ont lu, ils ont estimé qu'il y avait des mesures qu'eux considéraient comme antisociales, la pension à 67 ans, le saut d'index, et ils ont organisé une série de grèves tournantes et une grève générale début de semaine. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été compris ou entendu ? Vous l'avez relevé, on a eu quelque chose de très inhabituel au moment de l'installation de ce gouvernement, d'où la crainte exprimée par un grand nombre d'observateurs politiques d'une grève très politique. L'événement qu'on a observé, c'est que la grève était même préalable à l'adoption du programme du gouvernement, aux réunions de négociation que nous appelions de nos voeux. Et donc, il y a eu une démarche très rapide et aussi très forte du mouvement syndical. Mais ce que disent les syndicats, c'est que ça ne sert à rien qu'on nous tende la main si la main est vide et qu'on ne peut rien mettre dedans. Permettez-moi une confidence, le dialogue sert toujours. La discussion est en général constructrice d'avenir. C'est dès l'instant où les positions sont figées, dès l'instant où on est dans des schémas qui sont uniquement conflictuels, qu'alors les situations sont totalement bloquées et qu'on ne peut pas dessiner de perspective. On voit bien, et vous êtes un observateur très attentif de la vie politique, à quel point on est aujourd'hui à un moment où ces fils du contact, de la négociation, de la construction d'un certain nombre de projets peuvent se nouer, se renouer peut-être. C'est vraiment notre souhait au gouvernement, c'est celui du Premier ministre, de Chris Peeters, de tout le gouvernement et certainement de moi-même en tant que ministre des Indépendants, des Commerçants et des PME. Alors il y a une première réunion de concertation sociale entre patronat et syndicats ce soir. Théoriquement, l'ordre du jour, c'est l'harmonisation du statut ouvrier-employé. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais est-ce que dans cette concertation-là, dans cette première réunion, on va avoir un peu une réunion test de voir s'il est possible de sortir de la crise? Et est-ce que le gouvernement intervient dans cette réunion ou il est juste spectateur, passif? Concrètement, je pense que cette réunion est importante. Elle l'est aussi sur le premier élément que vous venez de mentionner, puisque poursuivre et aussi évaluer les éléments d'égalisation du statut des travailleurs salariés, enfin ouvriers précédemment, et employés, c'est un élément important. J'observe notamment qu'il y a un surrecours à l'intérim, par exemple, dû à certaines modifications concernant les périodes d'essai, leur disparition, etc. Donc là, on peut modifier des choses sur les statuts ouvriers-employés? Ce que je dis, c'est qu'on doit faire vraiment sereinement et positivement. Quand je dis positivement, je vous parle vraiment avec ma totale conviction, avec mon cœur. On doit vraiment évaluer ce dispositif de manière à ce que, et les décisions prises antérieurement, de manière d'une part à les finaliser, un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'on peut les revoir? Mais on doit les évaluer. C'est dans l'accord de gouvernement. Corriger. Mais quand je dis les évaluer, c'est vraiment une mission des partenaires sociaux. On ne va pas venir de l'extérieur dire voilà notre évaluation. Mais est-ce qu'on peut les corriger, ces mesures? Si l'évaluation conduit à un certain nombre d'éléments dont on estime qu'ils doivent être corrigés. Alors, est-ce qu'on peut corriger ou revoir d'autres éléments? Les partenaires sociaux entre eux. Je parle toujours de l'égalisation des statuts. Le gouvernement ne sera évidemment pas sourd à des propositions. Le but, c'est de créer de l'activité, de créer de l'emploi. Allez, vous connaissez les chiffres dans notre pays du nombre de demandeurs d'emploi. On sait à quel point on doit réformer un certain nombre de choses. Mais ce que vous reprochez les syndicats, c'est d'avoir fermé le jeu sur des dossiers importants comme le saut d'index ou la pension à 67 ans. On n'a pas entendu hier soir chez Charles Michel, qui était à la télévision et qui s'exprime également dans la presse écrite ce matin, d'ouverture sur ces points-là. Est-ce que le jeu est vraiment ouvert? Deux éléments. Le jeu est vraiment ouvert, je le dis, je le réaffirme vraiment solennellement ce midi. Mais on ne touchera ni à la pension à 67 ans, ni au saut d'index. Deuxième élément. Pension tout d'abord, saut d'index. Pension. Tout le monde
réalise aujourd'hui à quel point on doit modifier un certain nombre d'éléments. Il suffit de voir, par exemple, ne fût-ce que dans la fonction publique, l'explosion des cotisations sociales pensions qui rendent les communes, les villes bruxelloises, les communes bruxelloises, les villes autour dans notre pays inquiètes pour leurs finances et donc pour les contributions que les citoyens vont devoir assumer à l'avenir. Donc ce sera 67 ans, on ne discute pas de ça. Et je constate par ailleurs que, suivant de récents sondages, 70% de la population adhère à l'idée qu'il faille effectivement modifier un certain nombre de paramètres concernant la pension. Mais, extrêmement important, et là la porte est ouverte, puisqu'on sait qu'il y aura un grand nombre, appelons-les, de dérogations pour des métiers pénibles. On sait, on ne va pas demander à l'agent d'intervention en matière de police, indépendamment de la spécificité de leur dossier, d'aller travailler dans des conditions d'âge qui sont impossibles. Même chose donc dans sur les métiers pénibles, il y a une marge de négociation. Donc, sur la mesure 67 ans, voilà, la définition des métiers pénibles, la définition de l'étendue de ceux-ci et des conditions, des conséquences de la définition de la pénibilité, c'est largement ouvert. Mais ça concerne des milliers de futurs pensionnés, d'une part. Concernant l'index, il y a un élément qui me paraît capital, c'est effectivement la correction sociale, l'enveloppe bien-être. On sait que le saut d'index doit être, pour les allocations, pour les pensions les plus basses, doit être corrigé grâce au bénéfice de l'affectation d'un montant considérable qui est dédicacé spécialement à, au fait de neutraliser pour les personnes qui ont les revenus les plus bas le saut d'index. Mais ce sont des éléments importants. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les syndicats ? Écoutez, vous avez quand même assisté à la mobilisation, vous voyez qu'elle est quand même relativement importante. Est-ce que vous avez le sentiment que vous ouvrez suffisamment le jeu ? Écoutez, nous évoquons deux mesures et regardez à quel point il y a de l'ouverture, en ce compris dans ces deux mesures emblématiques. Mais il y a toute une série d'autres dossiers où on sait notamment, et c'est une déclaration forte du Premier ministre hier, qui indique que, notamment en ce qui concerne ce fameux tax shift. Donc la fiscalité. L'évolution de la fiscalité. On a un problème. La fiscalité qui porte sur le travail est beaucoup trop lourde pour nos concitoyens, mais aussi pour l'emploi en général. Donc on doit faire évoluer cette fiscalité. Le Premier ministre hier donne une échéance. C'est dans l'accord du gouvernement, mais il indique que en matière de taxation de certaines formes de mouvements financiers, de certaines formes de capital, il y aura dès le mois de mars 2015, on parle donc d'une échéance dans moins de 4 mois, il y aura au niveau du gouvernement un débat qui est posé. Ouais. Et c'est un élément central. Bart de Wever a déjà dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'accroissement de la fiscalité, qu'on devrait être dans une baisse de la fiscalité. Alexandre De Croo a aussi un peu fermé le jeu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réglé toutes ces questions-là, qui sont des questions extrêmement sensibles, au moment de la formation du gouvernement ? Eh bien parce qu'on doit bien mesurer, et nous sommes en train d'étudier différents mécanismes de tax shift. Vous savez, on est vite d'accord, de façon générale dans le monde politique, mais aussi en dehors, sur ce qu'il faut diminuer. Oui, il faut diminuer les charges sur le travail. Tout le monde est évidemment, d'accord. il y a un certain nombre de recettes. Donc il faut récupérer les recettes ailleurs. Mais il y a un élément majeur dans ce que vous dites comme intervention, c'est que le but du gouvernement n'est pas qu'au total, nos concitoyens payent plus. Quand je dis nos concitoyens qui ont une activité normale, je ne parle pas des mouvements financiers anormaux, je vais dire. Ceux-là doivent être ciblés, doivent être visés. Donc le but n'est pas d'augmenter globalement la fiscalité d'une part, mais alors il y a un deuxième point. Le but est que le mécanisme fonctionne. On voit des systèmes de cette nature-là, allez, disons en France. Vous êtes en train de me dire que la taxation sur le gros capital, ça ne marche pas. Attendez, il faut évidemment bien la calibrer, bien la mesurer et bien voir si on est en mesure d'organiser les choses et de cibler ce qu'on veut cibler. Un exemple, le président Hollande, le modèle socialiste de taxation importante sur les plus hauts revenus. Conséquence principale, et on le mesure bien ici à Bruxelles, un afflux de Français qui fuient non seulement vers Bruxelles, mais aussi vers Londres et d'autres places. Donc il faut un dispositif qui économiquement soit porteur et qui rencontre effectivement notre objectif d'alléger la pression fiscale sur le travail. Alors, les sondages ne sont pas très bons, la cote de confiance du gouvernement n'est pas excellente. Est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a eu un mauvais démarrage et que finalement l'équipe Michel n'était peut-être pas tout à fait prête à démarrer ? Écoutez, je vous fais vraiment un aveu très, très clair. Il y a eu immédiatement une pression très très forte sur le gouvernement avant même qu'il ne soit installé. Et il est vrai qu'en matière de communication, nous nous sommes consacrés d'abord à l'établissement d'un certain nombre de projets. Il y a des décisions qui sont aujourd'hui déjà prises par le gouvernement, dont l'égalisation notamment des minimums de pension.
pour les indépendants, ceux qui ont eu précédemment. Mais donc il y a eu des problèmes de communication. Et donc, à l'évidence, on aurait probablement dû se consacrer plus à la communication, mais on préférait mettre les choses en place. Et puis, comme on le fait aujourd'hui, comme le Premier ministre l'a fait hier soir... Est-ce que le Premier ministre a corrigé ce problème de communication hier soir? Je pense que chacun a le souci de vraiment expliquer les mesures, de vraiment être à l'écoute aussi d'un certain nombre d'expressions de la population. Moi, je tiens à dire à celles et ceux qui ont manifesté, je ne parle pas de celles et ceux qui violemment sont allés bloquer des entreprises, des commerces, ont établi des piquets de grève inacceptables, on va y revenir, mais celles et ceux qui, sincèrement, expriment une crainte, expriment une peur, je pense qu'on doit avoir une démarche qui va dans les deux sens, à la fois une démarche d'écoute et de réponse, mais aussi une démarche de clarification. Quand vous dites vous-même que la mobilisation était modeste, ou quand le Premier ministre, hier soir, dit que les grèves étaient finalement relativement politiques et instrumentalisées à des fins partisanes, est-ce que vous tendez vraiment la main aux syndicats? Sincèrement, notre démarche est pleinement ouverte. Mais en même temps, on doit avoir un vrai regard concernant le mouvement de grève. Je viens de le dire il y a quelques instants, il y a une sincère inquiétude d'une partie de la population. Vous ne redirez pas qu'il était modeste? Mais je vous redis aujourd'hui que, d'après ce que j'ai pu observer, la plupart de ces grèves ont été forcées par des piquets, par des blocages. J'ai constaté qu'un grand nombre des travailleurs étaient à leur poste de travail, même dans la fonction publique locale, même dans un certain nombre de secteurs d'activité où on s'attendait à des mouvements. Je ne critique pas, je ne juge pas, je constate qu'il y a l'expression forte d'une inquiétude. Alors, mais la mobilisation, je vous le confirme, est restée très modeste. Dans certains endroits du territoire, il y avait moins de 10% de grévistes. Alors, on a vu beaucoup d'images et beaucoup de buzz ces derniers jours. Est-ce que vous diriez, comme Alain Doxtex, qui était hier à votre place sur cette banquette, qu'il faut légiférer et contenir les grèves générales et limiter le droit de grève absolu aux conflits internes aux entreprises? Écoutez, moi j'ai une expression qui correspond bien aussi à ma conviction, c'est que la législation doit être l'arme ultime. Donc je ne l'exclus pas, bien au contraire. Je sais que notre groupe, avec Alain Doxtex, avec Denis Ducarme, prépare un texte qui sera déposé au Parlement concernant effectivement le fait de mieux encadrer, je dirais, le droit et l'accès au lieu de travail. Le droit au travail, l'accès au lieu de travail. Ça veut dire qu'on va interdire les piquets de grève concrètement? Mais avant cela, permettez-moi, si vous le voulez bien, de répondre complètement à votre réponse. Avant cela, je pense qu'il y a une autre démarche. On est, et vous venez de le souligner, on est vraiment dans un contexte où on souhaite, avec les partenaires sociaux, pouvoir reconstruire tous les éléments du dialogue. Ces éléments-là, les entreprises ont durement, les commerces, les indépendants eux-mêmes ont durement exprimé vraiment leurs difficultés, leurs souffrances par rapport à certaines situations. Les scènes de violence ont été inacceptables, on en a vu dans les médias. Donc nous souhaitons aussi qu'on puisse, dans le contexte de ce groupe des 10, de la négociation sociale, aborder un certain nombre d'excès de manière à les éviter. Sinon, vous légiférerez et éventuellement on interdira les piquets de grève. C'est ça qu'on doit comprendre. Le but est d'améliorer les comportements. Le but est d'éviter aussi ces mouvements de grève et surtout ces piquets et ces contraintes qui sont posées sur les commerces et les indépendants. Donc, donnons toute une chance au dialogue, si vous le voulez bien. J'ai aussi en tête le contexte juridique. Mais il y a un projet de loi sous le coude, si j'ai bien compris. Le groupe MR prépare à la Chambre, ça a été annoncé, un texte. Je rappelle qu'il y a aussi un cadre juridique international qui balise bien ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Mais si je peux donner un conseil, et j'en connais un certain nombre, de près même un certain nombre d'acteurs syndicaux, je pense que de cette manière-là, imposer presque par la force, par la contrainte, la grève, ne me paraît pas un moyen approprié et ça crée beaucoup de dégâts, en ce compris d'ailleurs à l'image globale de notre pays. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais aborder quelques points très rapidement. D'abord, la grippe aviaire. Vous avez décidé d'une mesure de confinement pour l'ensemble des volailles. C'était à la fin novembre. Est-ce qu'on reste dans le confinement ou est-ce qu'il y a des perspectives pour lever le confinement ou est-ce qu'il y a plutôt des mauvaises nouvelles qu'on va maintenir le confinement? Écoutez, j'attends un rapport pour cette semaine de l'AFSCA qui suit la situation de très près. Les mesures que j'ai prises viennent à échéance le 21 de ce mois. J'étais relativement apaisé jusqu'il y a 4 ou 5 jours. Mais depuis 4 ou 5 jours, malheureusement, quelques mauvaises nouvelles me sont parvenues. Elles concernent plus les Pays-Bas, mais elles concernent l'Allemagne, avec un foyer au nord de l'Allemagne, et aussi l'Italie. Donc, je constate que la grippe aviaire continue à se répandre. Donc, les mesures de confinement risquent d'être maintenues. Et donc, j'attends le rapport, mais je pense qu'on doit vraiment... J'ai été ferme depuis le début dans ce dossier, j'ai demandé des contrôles supplémentaires sur les transports, mais je pense qu'on doit vraiment privilégier le principe de précaution. Je m'exprime sous réserve du rapport scientifique, puisqu'il faut faire aussi confiance, bien sûr, aux structures
structures représentatives, mais aussi à l'AFSCA. Alors, les agriculteurs, notamment producteurs de poires, pommes, qui souffrent de l'embargo russe, tout est sous contrôle, ils ont les aides nécessaires pour passer le moment difficile? Je ne dirais pas que tout est sous contrôle, au contraire, puisque les conséquences sont extrêmement lourdes économiquement pour ces producteurs, mais aussi pour le secteur du porc, du lait. Les conséquences Est-ce que vous coordonnez avec la région wallonne pour les aider? Écoutez, j'ai vraiment fait le choix d'avoir un partenariat totalement ouvert avec mes collègues régionaux et nous étions encore ensemble pour exprimer vraiment nos revendications au Conseil des ministres européens de l'Agriculture qui s'est tenu ce lundi ici à Bruxelles. Et ça se passe bien avec le Wallon pour vous? Les contacts sont bons. Donc c'est professionnel. Écoutez, les gens souhaitent qu'on défende leurs intérêts, pas qu'on se chamaille entre nous, ni qu'on aille se tirer mutuellement les oreilles. Il faut faire avancer. Toute dernière question, les caisses enregistreuses, qui donc, on avait annoncé pour le 1er janvier 2015, les commerçants jusqu'à, suivant les cas, juin, septembre ou décembre pour acquérir la caisse enregistreuse installée, ça va faire la transparence sur l'ensemble du secteur du commerce et de l'ORECA? Écoutez, c'est un dossier qui est difficile. Il y a beaucoup de craintes dans le secteur ORECA. J'ai reçu. Vous maintenez le tempo ou pas? Le tempo est maintenu. C'est une compétence de ma collègue en charge de la lutte contre la fraude sociale. Mais nous souhaitons effectivement pouvoir évaluer le dispositif, mais aussi être bien certain que la caisse enregistreuse se limite à la fonction pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire enregistrer les mouvements financiers, bien évidemment, dans le secteur ORECA. Et voir s'il y a de la fraude à la TVA. Éviter de la fraude dans le secteur, on sait qu'il y en a, mais dans mon plan PME, qui va sortir courant d'année 2015, je souhaite travailler en profondeur avec le secteur ORECA, parce que le secteur est aujourd'hui en difficulté dans différentes matières. Mais on renonce pas aux mesures. Et je souhaite vraiment y apporter réponse. C'est aussi mon rôle de ministre des Indépendants, notamment du secteur ORECA. Merci Willy Borsu d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Younes Mernissi. Bonne journée. Merci.